L'USDC va-t-il s'effondrer? C'est ce sujet sur lequel revient Cryptost. Excellent article que je vous recommande, on va l'analyser ensemble. Comment ça a commencé? On a eu un tweet qui a semé la pagaille sur Twitter de Gerald Davidson qui nous explique que la société émettrice de l'USDC paierait des taux importants pour stocker ses réserves, qui lui coûterait alors des milliards de dollars d'intérêt chaque année. Donc on a des posts sur Twitter avec parfois des mensonges qui vont faire de longs trades assez bien argumentés, mais souvent avec des chiffres qu'on ne peut pas vérifier, des interprétations un petit peu trompeuses visant à semer la panique dans l'univers crypto depuis quelques semaines. Et donc souvent ce sont des fragments de vérité, hein, ça ressemble un petit peu à certaines théories complotistes avec des chiffres dont on ne sait pas d'où ils sortent. Donc on a le PDG de Circle, qui est l'émetteur de l'USDC, qui a tenté d'expliquer le fonctionnement de ce stablecoin USDC. Il a notamment soulevé un point très important dans lequel il dit qu'il faut éviter de confondre les réserves de l'USDC qui sont réglementées et transparente, et l'USDC en lui-même, qui peut être utilisé par des particuliers, par des entreprises, et qui est utilisé sur les marchés des prêts. C'est à l'extérieur de l'entreprise. Il y a des quantités énormes d'USDC qui ont été prêtées à des acteurs qui sont en faillite, que ce soit des particuliers, même des entreprises qui sont en faillite, mais ces dettes, elles ne dépendent pas de l'émetteur du stablecoin Circle, donc elles ne peuvent pas impacter le bilan de la société. Ça va être exactement pareil pour une monnaie classique. Ce n'est pas parce qu'une grosse entreprise est endettée et qu'elle va faire faillite que l'État qui utilise cette monnaie est forcément endetté et va forcément faire faillite. On va rappeler ce qu'est l'USDC. Donc l'USDC, c'est un stablecoin. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie dont l'objectif est d'avoir une parité avec une monnaie, en souvent le dollar ou l'euro. Et l'USDC, c'est un des stablecoins les plus régulés. Les réserves de ce stablecoin USDC, ils sont composés à 20% de dollars, donc c'est des dollars qui sont mis sur un compte en banque, et à 80% d'obligations à court terme, donc c'est des obligations américaines. Donc ils vont acheter des bons du trésor américain, court terme, qui sont rémunérateurs en général, qui vont faire gagner 1%, 2% par an, et c'est comme ça que ces entreprises se rémunèrent en général, c'est sur cette part allouée aux obligations d'État, souvent de l'État américain. Chaque mois, les réserves de cette USDT, elles sont auditées par Grant Thornton, c'est le 6e plus grand cabinet de conseil au monde. Et ces réserves, on apprend qu'elles sont détenues par BlackRock et BNY Mellon, qui sont parmi les plus grandes banques d'investissement US. BlackRock, ils sont derrière notamment iShares, qui est le plus gros émetteur d'ETF au monde. En plus, l'entreprise Circle qui émet ce stablecoin, il est audité chaque année par la SEC. C'est l'équivalent de l'AMF, c'est le régulateur américain. Donc il faut absolument différencier ce type de stablecoin comme l'USDC qui est transparent, qui est aussi régulé et dont ses réserves sont soit en dollars, soit en obligations d'État, des stablecoins algorithmiques comme l'UST qui ont fait faillite il y a quelques temps. Ou comme l'USDD qui est encore sur le marché mais qui est le même type de stablecoin qui est très risqué parce qu'il est justement couvert par d'autres crypto-monnaies comme le Tron ou comme le Bitcoin. Et si on a ce collatéral en Tron ou en Bitcoin qui venait à perdre 90% de sa valeur, il est tout à fait possible qu'ensuite le stablecoin vienne à perdre 90% de sa valeur, mais ce n'est pas le cas pour ce genre de stablecoin qui sont backés par du dollar et par des obligations d'État. Ce n'est pas pour ça qu'il faut croire aveuglément ce que nous déclarent ces entreprises qui émettent des stablecoins qui sont parmi les plus sérieux du marché. Par contre, il faut savoir que, étant donné qu'il y a un régulateur par-dessus, si vous êtes un particulier, vous pouvez avoir droit à des compensations. Quand on a un actif financier qui est régulé par l'AMF ou qui est régulé par exemple par la SEC aux États-Unis, il y a des procédures qui peuvent prendre du temps mais qui peuvent permettre de dédommager les investisseurs. Donc les entreprises qui sont régulées comme Circle, elles n'ont aucun intérêt
à mentir sur leurs réserves, elles n'ont aucun intérêt à mentir à leurs investisseurs parce qu'ensuite le prix à payer va être beaucoup trop important. Donc pensez à aller voir quelles sont les réserves en général de vos stablecoins, comment ils sont régulés et méfiez-vous de ces rumeurs sur Twitter qui mélangent des vérités avec des faux chiffres et qui ensuite font des déductions qui sont souvent trompeuses. Un article très intéressant du côté de Cointelegraph qui nous explique quels sont les plus gros détenteurs de Bitcoin en 2022. On apprend que le pays qui a le plus de Bitcoin, c'est le Salvador qui compte 2301 Bitcoin dans ses réserves. Ensuite, beaucoup plus étonnant, on a la Finlande qui détient 1981 Bitcoin. Pour d'autres raisons, le Salvador, ils détiennent cette devise parce que c'est une monnaie légale. En Finlande, ils détiennent autant de Bitcoin parce que dans les affaires criminelles, quand il y a du Bitcoin en jeu, la Finlande garde le Bitcoin dans les réserves du pays. Et ensuite, le troisième pays, c'est l'Ukraine, avec 46 000 Bitcoins. Triste record pour Ethereum avec les gas fees qui sont sur un point bas historique depuis 2020, 1,57 $. Le gas fee sur Ethereum, en général, c'est au minimum une vingtaine de dollars, ça peut monter jusqu'à 100-150 dollars parfois. C'est le résultat d'une énorme baisse d'activité sur la blockchain Ethereum. Ça aurait pu être une bonne nouvelle si on avait été dans une mise à jour, notamment d'Ethereum pour réduire les gas fees. Non, les commissions sont très faibles parce qu'il y a beaucoup moins d'utilisation de la finance décentralisée, beaucoup moins d'échanges NFT, donc les gas fees sont au plus bas depuis 2020. Nouveau hack dans la finance décentralisée avec un protocole sur Solana qui se fait hacker 8,7 millions de dollars, c'est Crema Finance. Il est vrai que les attaques sur Solana en général sont un petit peu moins nombreuses, mais on voit qu'aucune blockchain n'est épargnée sur la finance décentralisée. On a souvent des hackers qui arrivent à soutirer de l'argent. On a aussi un hacking sur les réseaux sociaux avec le Twitter de la British Army qui se fait hacker pendant quelques heures à afficher la promotion d'un NFT. Donc faites toujours attention quand vous voyez des grosses entreprises comme ça qui font la promotion de NFT un petit peu douteux. Regardez toujours le nom de l'adresse sur Twitter. Regardez, là c'était assez visible, mais peut-être que certains ne font pas attention et qu'on regarde uniquement le pseudo. Là, on voyait sur Twitter le nom British Army qui a été ensuite renommé le pseudo par PSSD, qui apparemment est une collection de NFT. On pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'est fait hacker. C'est un gros compte avec 362 000 followers. Du côté de Twitter, justement, ce tweet de Raphaël Bloch qui déclare que l'inflation en Argentine vient d'atteindre 60% sur un an en mai, presque 80% en Turquie sur un an en juin, et en zone euro, elle s'approche quand même des 10%. L'inflation est le sujet économique de ces prochaines années. Je dirais même le sujet économique de ces prochaines semaines, voire prochains mois, parce que si les banques centrales n'arrivent pas à diminuer l'inflation, ça peut créer un énorme crack sur les marchés, parce que pour l'instant, tout le monde estime que la banque centrale peut encore diminuer l'inflation. Quand les investisseurs comprendront que les banques centrales ont très peu de marge de manœuvre, ça peut déraper très vite. Allez, on reprend un petit peu de confiance quand même par rapport à la semaine dernière. On est à 14 aujourd'hui sur le Fear and Greed Index. On était la semaine dernière à 12. On est en train de se stabiliser, on va le voir, autour des 20 000 sur le Bitcoin, 2,7% de hausse. Ethereum, on est toujours autour des 1000, 4,5% de hausse sur 24 heures. On est quand même sur les 7 derniers jours sur une baisse de 6% et de 7% pour Ethereum. Le BNB plus 3,8%, BNB qui tient vraiment bien par rapport aux autres crypto-monnaies. C'est clairement très solide. On va voir sur un an par rapport Bitcoin et Ethereum, mais clairement BNB pour l'instant, Binance et même la Binance Smart Chain, je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, sont clairement les gagnants pour l'instant de ce marché baissier. Ils sont en train de racheter énormément d'entreprises, leurs coins se comportent bien et ils font toujours des millions de bénéfices chaque jour grâce aux transactions sur leur échangeur centralisé sur un an. Donc on est seulement à moins 25% de baisse, alors que sur d'autres cryptos comme le Bitcoin, 43% de baisse sur un an. Ethereum, 51%. C'est l'un des coins qui vraiment se comporte le mieux.
je vous invite à regarder un petit peu les crypto-monnaies d'échangeurs centralisés. C'est les tokens qui se comportent le mieux. On a notamment le Leo de FTX aussi, qui est un très beau token. Ensuite, Cardano 3,1, XRP 3,1, Solana 4,8 et Dogecoin 3,5%. Le Bitcoin, on vient de le voir, on est toujours en train de recharger autour des 20 000 $. Ethereum, c'est pareil, on recharge autour des 1000 $. Il est tout à fait possible qu'on fasse comme lorsqu'on était tombé autour des 2000 $ sur Ethereum. On recharge pendant plusieurs jours pour ensuite reprendre une direction d'une manière très puissante. C'est ce qu'on va faire aussi possiblement sur le Bitcoin au niveau des 20 000 $. Mais pour l'instant, on est en train de recharger, ça devrait durer encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On a cette zone des 1000 $ qui agit comme un support très solide pour l'instant. Le marché s'est posé dessus une fois, deux fois, même une troisième fois à la fin du mois. Pour l'instant, on est en train de reprendre des forces. Le marché NFT, pareil, qui stagne un petit peu. On était sur une légère reprise. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Peu de volume. En ce début d'été, ça m'étonnerait que ça reprenne fortement, en tout cas cet été. Sur les marchés traditionnels, on a Benzinga qui nous apprend que le super yacht de Jeff Bezos qui vaut 500 millions de $ est bloqué dans une ville des Pays-Bas. Apparemment, la marina est beaucoup trop grosse pour laisser sortir le yacht de Jeff Bezos qui est en construction. Donc ils vont devoir faire des travaux juste pour sortir son yacht. On a de nombreuses manifestations, on a eu beaucoup de remarques sur cette fabrication du yacht de Jeff Bezos. On aimerait avoir de tels problèmes. Journée très calme aujourd'hui sur les marchés avec le CAC 40 qui avance timidement, nous annonce TradingSat sur fond de fête nationale aux États-Unis, c'est le 4 juillet. Donc c'est férié, les marchés US sont fermés. Demain, on aura des chiffres quand même assez intéressants, avec notamment des chiffres de l'activité économique au Royaume-Uni, avec le PMI Composite et le PMI Service pour le mois de juin. On aura aussi une déclaration du gouverneur de la Banque d'Angleterre. Mercredi, indice pareil, manufacturier, indice d'activité économique. On aura aussi un compte-rendu de la réunion du FOMC aux États-Unis. Le chômage, ce sera pour jeudi, et un discours de Lagarde vendredi. Donc on a beau rentrer dans l'été, on est début juillet, on aura quand même des statistiques très importantes qui vont sortir, et on aura toujours ces fameux discours des banques centrales qui sont clairement sur le front en ce moment. CAC 40, on est toujours dans ce range entre 6080 et 5747. Petite hausse aujourd'hui de 0,4%. Il n'y a pas les Américains, donc ça ne va pas être très impulsif. DAX, petite baisse de 0,04%. Et sur le S&P, on avait fini la semaine en tentant de réintégrer ce range au-dessus des 3825 qui correspondait à ce point bas du 20 mai 2022. Pour l'instant, le futur a clôturé en dessous de ce niveau sur les 3606. Donc il est tout à fait possible qu'on reparte plutôt dans cette direction d'ici demain, parce que la tendance est plutôt au retour dans ce range en dessous. Il est tout à fait possible plutôt qu'on reparte par le bas. Voilà pour ce point de marché du lundi 4 juillet. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Pensez aussi à télécharger le guide pour investir en période de crise. Vous avez le lien en description et en commentaire. Allez, je vous dis à demain pour un prochain point de marché.